Le film s'ouvre sur un groupe d'esclaves recevant des instructions sur la coupe de la canne à sucre. Un homme est assis langoureusement sur un chariot de racines de canne à sucre brut, regardant oisivement le travail des hommes. La scène se déplace vers un groupe de cabanes. Les esclaves sont en train de manger. Solomon Northup remarque le jus foncé des murs et est inspiré pour créer de l'encre et une plume. Malheureusement, le projet échoue. Le jus est trop fin. Plus tard, dans les quartiers bondés des esclaves, une femme s'agite dans son sommeil et fait des avances sexuelles à Northup, utilisant sa main pour se libérer. Solomon revient à des moments plus heureux avec sa femme et ses enfants et la carte-titre clignote. Nous voyons des bribes de la vie de Solomon en tant qu'homme libre. Il joue du violon de façon exquise et est très demandé comme interprète dans sa ville natale de Saratoga. Plus tard dans la nuit, après avoir installé les enfants dans leur lit, il parle avec sa femme, qui va bientôt prendre les enfants avec elle car elle travaille comme cuisinière. Il exprime de façon ludique sa jalousie d'être privé de sa cuisine. Le lendemain matin, il les voit partir en calèche. Plus tard dans l'après-midi, il rencontre un ami qui lui présente deux voyageurs, Brown et Hamilton, prétendant travailler dans un spectacle de cirque. Ils lui promettent une somme scandaleuse pour les accompagner à Washington DC et lui promettent de revenir avant le retour de sa femme. Il accepte de se joindre à eux. Nous voyons ensuite le trio dans un restaurant de DC. Ses clients déposent un sac de pièces dépassant la somme promise. Ils partagent du vin et l'un d'eux observe attentivement Salomon en train de vider son verre. Tout le monde passe un bon moment. Soudain, Solomon se réveille dans une cellule humide, enchaîné au sol. Dans une série de flashbacks, nous voyons ses amis le porter jusqu'à sa chambre d'hôtel, excusant sa stupidité alcoolique auprès des autres clients. Brown explique à Hamilton que le temps est compté et qu'ils doivent en finir avec lui. Leur départ met fin au flashback, et nous rejoignons Solomon dans la cellule où on lui apprend qu'il est un esclave de Géorgie en fuite. Malgré ses protestations d'être un homme libre, il n'a pas de papier. Solomon est impitoyablement battu et finalement envoyé dans un parc à esclaves avec d'autres. Il discute de sa situation avec Clemens, un esclave apparemment instruit, qui le conseille sur la nature désastreuse de leur situation. Bientôt, une mère, Elisa, et sa fille sont amenées dans l'enclos pour rejoindre un fils déjà capturé. Elle essaie de garder un visage courageux tout en comprenant la tragédie qui s'annonce. Sous le couvert de l'obscurité, elles sont extraites de leur cellule, enchaînées et transportées sur un bateau. Ils sont conduits dans la cale, où s'entassent d'autres cargaisons humaines. Clemens réitère son conseil à Solomon de garder un profil bas, niant sa capacité à lire et à écrire. Il rencontre un autre esclave, Robert, qui veut se révolter et prendre le contrôle du bateau. Ils réfléchissent à leur chance avant d'opter pour la prudence. Plus tard dans la nuit, un esclavagiste se rend dans la cale et réveille Elisa pour la violer. Robert tente d'empêcher le viol mais est poignardé et tué. Clemens et Solomon sont chargés de jeter le corps dans la rivière, ce qui fait dire à Clemens que Robert est mieux dans la mort. Plus tard, ils arrivent sur un quai. Le maître de Clemens les attend et exige immédiatement la restitution de son bien volé. Clemens se précipite avec reconnaissance dans les bras de son maître, abandonnant toute preuve de son intelligence précédemment affichée. Salomon a perdu son seul ami. Après avoir débarqué, un esclavagiste, ironiquement nommé Freeman, appelle ses nouveaux biens à se lever en annonçant leur nom. Il appelle Solomon Platt, qu'il ne reconnaît manifestement pas. Solomon est giflé pour avoir nié le nom. L'indignité de l'exploitation esclavagiste de Freeman est affichée alors que les esclaves nus se baignent dans des seaux dans ses bureaux. À l'intérieur, il fait son baratin de vente à des clients impatients. Un propriétaire de plantation distingué, Ford, exprime son intérêt pour Platt, Solomon et Elisa. Elle le supplie de prendre aussi ses enfants, mais Freeman refuse et vend rapidement son fils à un autre acheteur. Ford tente d'acheter sa fille, manifestement métisse, mais Freeman refuse à nouveau d'ajuster son prix. Ford ne peut se permettre de payer que pour les deux. Elisa est désemparée et pousse des cris sauvages dans son chagrin, ce qui perturbe la vente. Solomon reçoit l'ordre de jouer du violon pour détendre l'atmosphère. Ford transporte ses achats jusqu'à sa plantation. Elisa a sangloté pendant tout le voyage. La femme de Ford lui dit que de la nourriture et une nuit de repos l'aideront à les oublier. Le lendemain matin, les esclaves sont présentés à Tibit, un esclavagiste, et à Chapin, le surveillant de Ford. Tibit chante une chanson dérisoire mettant en garde les esclaves contre l'évasion pendant qu'ils travaillent. Il continue à couper du bois et rencontre finalement un petit groupe d'autochtones avec qui il partage un bref répit. Solomon remarque un instrument à cordes et semble se souvenir de son propre violon.
Le lendemain, Solomon, contre l'avis de Clemens, propose à Ford une idée originale pour transporter le bois par la rivière. Tibit est extrêmement condescendant, mais Ford est impressionné par les opinions de Solomon et se laisse convaincre. Le projet réussit, et Tibit est embarrassé. Ford offre à Solomon un violon en guise de récompense. Dans le quartier des esclaves, Elisa se lamente sur la perte de ses enfants. Solomon est frustré par le bruit et discute avec elle de sa survie sous le traitement décent de Ford. Elisa rétorque que Ford doit sûrement se rendre compte que Solomon n'est pas un esclave, mais qu'il ne fait rien pour le libérer. Solomon fait une pause. Elisa est finalement vendue car la femme de Ford ne peut supporter le bruit. Au cours des jours suivants, Tibit tente d'exercer une vengeance mesquine sur Solomon, ce qui conduit à une confrontation verbale. Tibit tente de battre Solomon, qui se défend et prend le dessus sur lui. Chapin arrive sur les lieux et fait fuir Tibit. Il l'avertit qu'il ne pourra pas le protéger s'il s'enfuit et laisse entendre qu'il va demander à Ford de régler la situation. Plus tard, nous découvrons que Tibit a rassemblé quelques voyous pour lyncher Solomon qui a osé se battre avec lui. Ils lui ont passé la corde au cou et s'apprêtent à le pendre lorsque Chapin revient, arme au poing. Il les chasse, mais laisse Salomon pendu sur la pointe des pieds, à peine capable de supporter son poids, punition pour avoir frappé un homme blanc. Peu à peu, les esclaves sortent de leur cabane et semblent ne pas se soucier de son sort. Une femme lui apporte furtivement de l'eau, mais se retire rapidement. Des heures plus tard, Ford revient enfin et coupe la corde, sauvant ainsi Solomon. Il le traîne dans la maison pour le protéger, mais décide qu'il doit être vendu. Tibit ne sera pas privé de sa vengeance. C'est ici que nous apprenons que Ford a vendu Solomon à un propriétaire de plantation notoire nommé Epps, connu pour ses coups impitoyables. Epps lit un passage de la Bible, en déformant l'écriture pour renforcer sa propriété des esclaves. Le lendemain, la journée est consacrée à la cueillette du coton. À la fin de la journée, le poids des paquets de chaque travailleur est marqué. Le rendement de Salomon est inférieur à la moyenne. Les esclaves qui ont récolté moins que le jour précédent reçoivent des coups de fouet. Pendant ce temps, Patsy dépasse de près du double la meilleure production de tous les ouvriers. Epps s'attarde autour de Patsy et lui fait de nombreux éloges. Il est clair qu'il est fasciné par elle, ce qui ne plaît pas du tout à sa femme. Epps entre dans le quartier des esclaves et réveille. La femme d'Epps les tire du sommeil, créant une danse improvisée où Patsy est le centre d'attention. La femme d'Epps lance une lourde carafe en cristal sur le visage de Patsy, la blessant brutalement. Elle exige qu'Epps vende Patsy, mais il prétend qu'il renverrait sa femme avant de perdre Patsy. Mistress Epps envoie Solomon faire une course au magasin. Elle lui remet une liste et le remarque en train de la lire. Elle lui fait comprendre qu'il ne doit plus le faire. Sur le chemin du magasin, Solomon a envie de s'échapper, mais il tombe sur un lynchage. En voyant le sort des deux hommes, son esprit est brisé, et il continue vers le magasin. En voyant le papier, il a l'idée de prendre une feuille supplémentaire à chaque fois afin de pouvoir rédiger une lettre. Quelque temps plus tard, Epps envoie Solomon dans une plantation voisine appartenant à Shaw. Shaw a épousé une de ses esclaves et a élevé son statut, du moins sur sa plantation. Patsy est là pour une visite, appréciant la parure, mais apparemment Epps est jaloux que Shaw puisse tenter de coucher avec elle. Après un bref rafraîchissement, Solomon convainc Patsy de le rejoindre. Lorsqu'il retourne à la plantation d'Epps, celui-ci est clairement ivre. Solomon murmure à Patsy qu'elle doit éviter Epps, ce que Epps interprète comme une avance sexuelle de Solomon. Après une course-poursuite dans la cour, maîtresse Epps intervient, ne serait-ce que pour exprimer son dégoût face à l'obsession de son mari pour Patsy. Plus tard dans la nuit, Epps se rend par hasard dans les quartiers des esclaves et la viole. Maîtresse Epps en a assez de la liaison de son mari et châtie Patsy avant de lui taillader cruellement le visage. Plus tard dans la nuit, Patsy supplie Solomon de l'étrangler et de se débarrasser de son corps. Elle ne peut plus supporter le poids des viols d'Epps et des tourments de sa femme. Solomon refuse, malgré ses supplications. Quelque temps plus tard, nous constatons que les cultures de coton d'Epps ont été dévastées par les insectes. 2 récoltes ont été perdues, et il décide de prêter ses esclaves à un juge qui pourra en tirer quelque utilité et payer l'hypothèque sur leurs achats. Cela nous ramène à la scène d'ouverture, où Salomon coupe la canne à sucre. Le juge remarque l'habileté de Salomon et le recommande à un voisin qui cherche de la musique pour une fête. En prime, le juge dit que Salomon peut garder le salaire qu'il gagne. La fête est un événement costumé, et Salomon voit clairement des parallèles entre son ancienne vie d'homme libre et sa servitude forcée. La fête est terminée, et il est temps de retourner à la ferme d'Epps. Alors que Solomon se dirige vers la maison,
l'œil ensanglanté de Patsy indique que ses tourments ont continué. La récolte de coton est rentrée, ce qui signifie le retour au champ. Cette fois, ils sont rejoints par un ouvrier blanc, Armsby, qui ramasse le coton pour gagner de l'argent et se remettre sur pied. Bien que son rendement soit bien inférieur à celui des autres travailleurs, il est épargné par le fouet que reçoivent tous les autres esclaves. Dans les quartiers, il soigne les blessures de Solomon et raconte son histoire. Il semble être un homme décent et une oreille compatissante. Solomon décide de prendre le risque de lui faire confiance en envoyant une lettre au nord, dans l'espoir d'obtenir sa liberté. Il donne à Armsby tous ses gains de la fête et lui fait jurer de garder le secret. Il lui remettra la lettre dans 2 jours. Solomon se met à fabriquer de l'encre et rédige la lettre. Cette nuit-là, Epps entre dans les quartiers et raccompagne Solomon dehors. Armsby a manqué à sa parole et a tout raconté à Epps. Heureusement, il a raconté son histoire avant que Salomon ne lui donne la lettre. Réfléchissant rapidement, et jouant sur la mauvaise opinion qu'Epps a des esclaves, il retourne l'histoire contre Armsby. Le qualifie de menteur qui cherche à s'attirer des faveurs pour obtenir un emploi. Cette histoire convainc Epps et Solomon est épargné. Plus tard, Solomon brûle la lettre et voit ses espoirs de liberté s'éteindre dans les cendres. Quelque temps plus tard, nous retrouvons une équipe d'ouvriers en train de construire une structure avec un ouvrier, Bass. Bass est originaire du Nord et a des idées bien arrêtées qui vont à l'encontre des tendances fortement pro-esclavagistes d'Epps. Ils discutent entre eux devant Solomon, ce qui éveille son intérêt. Plus tard, Epps est dans tous ses états à propos de Patsy. Elle a disparu, et Epps pense qu'elle s'est enfuie. Il menace toutes les femmes de violence pour sa disparition, mais elle est simplement retournée à la plantation de chaux pour rendre visite à son ami. Elle tente de convaincre Epps qu'elle lui est fidèle et qu'elle est allée chercher du savon, un luxe que la femme d'Epps lui a refusé. Elle affirme haut et fort sa valeur et insiste sur le fait qu'elle mérite d'être propre. Epps est poussé à bout par les chamailleries de sa femme et demande que Patsy soit attachée au poteau de fouet. Alors qu'il se prépare à frapper, il se trouve incapable d'infliger la punition. Craignant, il insiste pour que Salomon le fasse. Au début, Solomon essaie d'être doux, mais maîtresse Epps voit la supercherie et incite son mari à augmenter la sévérité. Epps pointe une arme sur la tête de Solomon et affirme qu'il tuera tous les esclaves qu'il verra s'il ne fouette pas Patsy plus fort. Confronté à un choix innommable, il la fouette plus fort, une brume rose de sang accompagnant chaque nouveau coup. Après une pause, Epps se précipite, bouillonnant de rage, et finit par fouetter Patsy lui-même. Le châtiment brutal met sa chair en lambeaux et elle s'effondre. Solomon se retrouve seul avec Bass, l'homme de main. Il lui demande d'où il vient et lorsque Bass répond « Canada », Solomon lui offre une connaissance convaincante du pays. Bass demande comment il a pu voyager autant, et Salomon explique sa situation désespérée. Bass en vient à croire l'histoire de Solomon et en connaît l'horrible injustice. Alors qu'il continue à travailler, Solomon prend une chance et demande à Bass d'écrire des lettres à ses amis de Saratoga. Bass accepte. Puis le travail est terminé, et il part. Un long plan s'attarde sur Solomon. Il ne sait pas si Bass a tenu sa parole. Nous ne savons pas depuis combien de temps Bass est parti, mais les larmes dans les yeux de Solomon indiquent qu'il commence peut-être à penser qu'il a été trahi à nouveau. Nous voyons maintenant un groupe d'hommes qui labourent le sol et plantent des graines. Une voiture s'arrête devant la plantation des Epps et un homme à l'allure officielle appelle plate, Solomon. Il répond et s'approche de l'homme, un shérif. L'homme lui pose quelques questions et fait signe à un autre homme dans la voiture. Il s'agit de M. Parker, un commerçant de Saratoga et ami de Solomon. Sans autre forme de procès, le shérif est convaincu, et Solomon se précipite pour embrasser son ami. Epps est enragé et crie des menaces en l'air. Le shérif réfute ses arguments et Parker aide Solomon à monter dans la voiture qui le conduira en lieu sûr. Patsy est là et l'appelle. Solomon saute de la voiture pour l'embrasser une dernière fois avant son départ. Au moment où il part, Patsy s'effondre de chagrin. Solomon a été ramené chez lui. Devant sa porte, il apparaît bouleversé d'avoir été délivré de son cauchemar. En entrant, il voit sa famille. Ils ont 12 ans de plus, mais sont bouleversés de le voir. Sa fille s'est mariée et a nommé leur fils Solomon Northup. Les larmes coulent lorsqu'ils se rassemblent autour de lui et lui souhaitent la bienvenue. Une série de cartes-titres explique qu'il a tenté de poursuivre ses kidnappeurs en justice, mais qu'il a échoué. Northup est devenu un abolitionniste et a aidé de nombreux fugitifs à retrouver la liberté.